Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marie-Christine, tu es docteur en sciences de l'éducation, dirigeante d'Acoformation et tu vas nous inviter à repenser les espaces d'apprentissage. Nous sommes partis pour 30 minutes d'intervention suivies d'un temps d'échange. Je te laisse la parole. Merci Marie-Christine. On a choisi ce titre avec l'idée qu'on les pense déjà, mais que c'est peut-être intéressant justement de les repenser au regard de leurs usages pédagogiques. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie pédagogique, c'est comment on fait pour apprendre et du coup, comment on va soutenir les expériences d'apprentissage de ceux pour qui je me propose de monter des dispositifs. La question de la multimodalité, combinée avec les dispositifs qui le permettent, ça m'intéresse vraiment. Il y a 3 ans, je ne sais pas si vous avez pu suivre, je vous ai mis le lien du blog Miles, où je suis allée voir Miles et Move, attention l'accent, in Learning Spaces. Je suis allée rencontrer des pédagogues et justement des designers d'espace pour je puisse les interviewer et apporter des choses qui pourraient nous servir à nous. Et puis récemment, vous verrez un petit livre blanc là sur le dernier point qu'on va voir ensemble sur hacker un espace de formation. Peut-être voir ensemble comment on articule la question de la pédagogie de l'espace et peut-être aussi envisager autrement l'usage des espaces si ce n'est pas déjà fait dans vos têtes et dans vos pratiques. Alors voilà comment on a pensé le cheminement. J'ai un scénario au regard d'apprenants qui ont des besoins repérés par moi et j'ai construit des objectifs d'apprentissage et je vais me préoccuper de la question de l'espace. Alors oui, j'ai l'espace qu'il faut, je me déploie dedans, mais quand même je sors aussi, je vais voir un peu ailleurs ce qui se passe. Et non, j'ai pas l'espace, il est vraiment pas adapté. Je vais le hacker, on verra comment, mais je continue à sortir pour aller voir ce que je pourrais bien utiliser dehors. L'idée, c'est d'ancrer quand même ma recherche d'espace dans les choix pédagogiques que j'ai faits par rapport à mon objectif d'organisation de la formation. Alors, vous voyez déjà, European Schoolnet ou l'école européenne du futur s'est préoccupée de la question des objectifs visés, ou en tout cas des compétences visées, et on verra tout à l'heure alors comment ils organisent l'espace. Et plutôt basé sur les compétences du 21e siècle que l'on retrouve ailleurs dans les écrits. Vous voyez tout ce qui est autour de la créativité, de la collaboration, mais aussi de la production, avec une intégration des compétences numériques, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je vous ai mis un petit panachage de si je veux favoriser telle activité pédagogique au regard des objectifs d'apprentissage, vous voyez, on peut être de la collaboration, les îlots, la prise de parole, plutôt les cercles sans table, puisqu'elles gênent un peu la participation corporelle d'ailleurs dans les échanges, la réflexion individuelle, on va retrouver dans les espaces l'histoire des zones un peu formateurs, qui, si je la laisse au bout du, peut renforcer éventuellement encore, tu vois, des pédagogies transmissives. Et les positionnements en îlot favorisent la circulation du petit f, là, le formateur-formatrice, qui peut du coup se déplacer pour faire des régulations. Quand on pense espace, c'est parce qu'on a envie quand même de quitter ce modèle transmissif où le formateur-formatrice est très proche du contenu et se donne un objectif de transmission pour un participant que j'ai mis au singulier parce qu'il va représenter le fameux participant type, le cible, qui, parce que je lui transmets un contenu, est apte à le comprendre et à le transférer. C'est un peu le pari du modèle transmissif. On assiste à la fois à une modification de cet équilibre, à la fois par une demande du participant qui a envie d'autre chose et par une évolution des méthodes PEDA avec quelque chose d'un peu plus complexe, on le voit à mon dessin, ça rend les choses peut-être un peu plus compliquées aussi, où les fonctions de facilitation et de scénarisation qui existaient déjà sont impérativement amplifiées, j'ai envie de dire, dans la mallette à outils du formateur. Et vous voyez, j'ai mis plein de petits participants pluriels qui sont en interaction. Et on voit que l'UNESCO en bas propose une intégration du numérique, pas seulement pour transmettre des contenus, mais aussi pour collaborer, créer et résoudre. Donc, on est vraiment sur l'idée de ce qu'on appelle depuis très longtemps les pédagogies actives, mais aussi interactives, où les individus résolvent et résolvent en collectif. Donc, ces nouvelles pratiques, mais qui sont aussi des investissements par l'apprenant de divers lieux, on va le voir, en particulier les lieux informels, les nouvelles pédas et les nouvelles technologies,
me font penser autrement la question des espaces et en particulier cette histoire de flexibilité et de diversification sur laquelle on va revenir. Dans les configurations, on va trouver en gros comme deux grandes façons de concevoir l'espace. Soit on a des espaces que l'on peut estimer déjà fonctionnalisés, et je reviens à ma fameuse Future Classroom Lab, j'ai amélioré l'accent, qui est la traduction dans l'espace des compétences que je vous montrais en introduction de mon intervention. En face des compétences visées, l'espace est organisé pour soutenir et faciliter le déploiement de ces compétences. Alors, si on regarde par exemple l'espace créé en vert en haut, on voit qu'il est équipé de caméras, alors pas pour passer des films, en fait, c'est des caméras pour produire de la ressource et surtout faire reproduire de la ressource aux apprenants, bon, mais bien sûr dans des projets d'apprentissage. Et après, ce qui est super intéressant, c'est que cette ressource produite devient une ressource qui sert dans la formation. Vous voyez, on a en plus une valorisation de ce qu'on pouvait appeler à l'époque la production sociale vraie. Ça, on était dans les classes d'expérimentation, les productions sociales vraies, c'est que je produis pour que ça serve à quelque chose en français. Et toutes ces zones sont montées pour favoriser la grande compétence que je vise. Le modèle de Rosanne Bosch que vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, il a l'avantage d'être simple et efficace. Vous trouvez en gros, vous voyez, une façon de dire, il y a la montagne, c'est plutôt des estrades pour parler, il y a la grotte, c'est pas la cave, mais the cave, pour avoir des endroits de repli et de travail tranquille. Le feu de camp, et je racontais la dernière fois qu'au Québec, il se traduit carrément par des bûches en plastique lumineuses, vous voyez, croisées, autour desquelles les gens s'installent pour faire je mets un collaboratif plutôt sympathique. Nous, c'est pas trop dans notre pratique, mais bon, c'est sympa de le penser. The Watering Hole, c'est plutôt la fontaine, la ressource, donc ça sera des endroits de passage qu'on a du mal, nous, à intégrer dans nos pratiques PEDA. Et après, les deux autres, c'est plutôt des principes. Vous voyez, faire sortir, aller voir ailleurs ce qui se passe. Et le mouvement, c'est soit faire en sorte qu'on puisse bouger, soit installer des espaces où le mouvement est possible. Donc, l'éducation nationale s'en sert pas mal avec Archiclass. Peut-être vous connaissez ça aussi, vous pouvez aller voir Archiclass, qui est très documenté en outils et en grille de travail, plutôt dans le primaire et les lycées, mais dans le cadre de la formation, c'est très inspirant. N'hésitez pas à aller jeter un œil. A contrario, on va voir l'autre logique qui est vraiment intéressante pour nous quand on n'a pas un espace qui est pré-fonctionnalisé, c'est justement comment, dans un espace, vous voyez, qui est plutôt vide, avec des meubles, là en l'occurrence simples que je pourrais bouger, de parler de flexibilité. Et même dans les bouquins contemporains, je vous l'ai mis, d'architecture d'intérieur, qui ne sont pas dédiés à la PEDA, on va trouver une représentation de la flexibilité appliquée à la pédagogie. Voilà ce que peut donner un espace à fonctionnaliser. Donc, si vous faites attention, les plaques au fond sont en fait des tables que je vais décrocher du mur, mais qui vont dégager l'espace en fonction de mon projet de fonctionnalisation. Et ça peut donner ce type d'occupation d'espace où on va bouger et l'habiter, on reprendra ce mot tout à l'heure, en fonction de mon projet. Mais ça peut donner une organisation des gens dans l'espace qui fait bazar, mais c'est un bazar joyeux et créatif et qui est bien sûr scénarisé dans mon scénario pédagogique. La flexibilité, elle renvoie aussi aux meubles flexibles, c'est-à-dire non seulement à l'espace, mais aux meubles flexibles. Et là, je vous ai mis un objet que j'ai découvert à Copenhague, qui est le totem Zap. Alors, c'est intéressant qu'il ait un nom parce qu'il y a une relation émotionnelle qui se crée aussi. Là, on est plutôt dans une classe où vous voyez dans mon magnifique dessin, les plaques, en fait, peuvent venir s'accrocher, on va le voir dans la photo, différemment dans l'objet. Donc, dans le premier totem, elles viennent se mettre dans le totem, mais les mêmes plaques s'articulent au mur et à des tables qui portent ces plaques. Donc, vous voyez, c'est intéressant de penser aussi la flexibilité de l'espace et des meubles. Plus simplement, à l'Université Laval, dans une salle, c'est des poufs, mais assez résistants et mobiles pour suivre. Vous savez, parfois, j'ai envie de bouger, mais je suis coincée sur les meubles. Et au niveau cognitif, le mouvement physique qui suit le mouvement cognitif est un facilitateur de l'expression et des apprentissages.
Donc là, je peux le reconfigurer comme j'ai envie. Et on va même, avec des équipementiers comme Steelcase, jusqu'à créer des meubles et des agencements d'espace par rapport aux intentions pédagogiques que j'ai, sachant que là, c'est dédié soit au bureau, puisqu'on a beaucoup d'universités d'entreprise qui se créent avec un travail interne, soit dans les universités. Plus simplement, tout ce qui va soutenir dans l'espace la création et la réflexion sera intéressant à déployer. Moi, j'aime bien l'histoire, on en a parlé avec Brieuc hier, de l'ardoise réinventée, où finalement, ce qu'on avait, nous, à l'école, quand on était petit, pour proposer, vous savez, nos versions, là, en plus, elle est plus sophistiquée parce qu'elle est accrochée sur un support collectif qui peut créer des activités collaboratives. Et il y a un mouvement qui est super intéressant, qui est le flexible sitting, je vous avais promis l'accent, vous l'avez, qui est de proposer des assises diverses et variées dans la même salle de formation pour que l'apprenant s'en saisisse par rapport à ce qu'il pense adapter à ses besoins. Et bien sûr, ensuite, c'est régulé avec les enseignants. Est-ce que ça a correspondu ou pas à l'atteinte des objectifs? Donc là, il y a tout un mouvement intéressant à aller regarder de près. On peut aussi favoriser ce qu'on va appeler les salles à plat par rapport aux amphis. Là, on est dans une salle universitaire à Melbourne où 60 personnes peuvent travailler ensemble et en transmissif et en collaboratif. Mais ça peut aussi marcher dans l'autre sens. Et c'est ce qui me fait partir de l'espace et de son potentiel d'usage vers le fait de me donner des idées pédagogiques. C'est ce qu'on appelle en compliqué l'affordance, mais des fois on se retrouve comme une poule devant un couteau et on ne sait pas quoi faire d'un espace qui a été très cher et qui a été parfois aménagé pour des effets un peu clinquants, d'attractivité du public. Ça a été le cas dans les universités privées post-Covid, puisque au Japon en particulier, ils sont embêtés avec ça. Donc, ils ont créé des trucs super attractifs, mais ils ne savent pas, les formateurs ne savent pas l'utiliser. Donc, il y a un boulot à faire qui est très intéressant, qui est de se dire quel est le potentiel d'action perçu qu'offre l'espace à moi, utilisatrice. Donc, ça a été repris par Packlin, mais le concept d'affordance, il a été inventé par Gibson il y a un moment déjà. Et c'est super intéressant. Moi, je fais analyser le potentiel d'espace à des équipes et on en trouve après des usages. Mais ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que là, vous avez une salle qui est équipée et en fait, on la retrouve systématiquement organisée en ringuette, là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en wagon. Parce que les formateurs ne savent pas s'en saisir et à 500 € la chaise, c'est dommage. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, je vous donne un schéma qui reprend des écrits d'Abraham Moll. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre sur la psychologie de l'espace. C'est que d'un côté, on a l'habitant qui voit l'espace. Alors, l'habitant, c'est nous, c'est l'apprenant et nous, le formateur, formatrice, qui voit l'espace depuis son besoin d'organisation, de liberté, de déplacement. Donc, c'est ce qu'on appelle en complexe un peu une vision phénoménologique. L'espace m'apparaît depuis ma perception. Et de l'autre côté, vous voyez, ils sont un peu en conflit là, avec mon tracé conflictuel rouge. On a la vision plutôt rationnelle de l'architecte ou de l'architecte qui a une vision, lui, d'une densité, c'est-à-dire combien de gens et de tables je peux faire entrer dans un espace, et qui a une vision cartésienne de l'espace. Et ils s'harmonisent en bas dans mon schéma quand il y a vraiment un travail collaboratif, que l'habitant est perçu comme un usager et pas juste un habitant, et quand l'architecte va humaniser, on pourrait dire ça, humaniser la géométrie. Donc, c'est intéressant de voir comment les projets peuvent être collaboratifs, sachant qu'en France, on n'est pas très fort. Donc, cette nécessaire relation, je trouve que c'est intéressant de la penser dans les deux sens. Et en même temps, c'était déjà pensé, vous voyez, quelque part dans les classes freinées où finalement j'avais des bacs à sable adaptés aux besoins d'apprentissage, on n'est pas dans une école maternelle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà un potentiel d'usage lié aux objectifs pédagogiques, l'espace et de son potentiel d'usage vers le fait de me donner des idées pédagogiques. C'est ce qu'on appelle en compliqué l'affordance, mais des fois on se retrouve comme une poule devant un couteau et on ne sait pas quoi faire d'un espace qui a été très cher et qui a été parfois aménagé pour des effets un peu clinquants, d'attractivité du public. Ça a été le cas dans les universités privées post
Covid, puisque au Japon en particulier, ils sont embêtés avec ça. Donc, ils ont créé des trucs super attractifs, mais ça veut pas. Les formateurs ne savent pas l'utiliser. Donc, il y a un boulot à faire qui est très intéressant, qui est de se dire quel est le potentiel d'action perçu qu'offre l'espace à moi, utilisatrice. Donc, ça a été repris par Packlin, mais le concept d'affordance, il a été inventé par Gibson il y a un moment déjà. Et c'est super intéressant. Moi, je fais analyser le potentiel d'espace à des équipes et on en trouve après des usages. Mais ça peut ne pas marcher. C'est-à-dire que là, vous avez une salle qui est équipée et en fait, on la retrouve systématiquement organisée en ringuette, là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, en wagon, parce que les formateurs ne savent pas s'en saisir et à 500 € la chaise, c'est dommage. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, je vous donne un schéma qui reprend des écrits d'Abraham Moll. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre sur la psychologie de l'espace. C'est que d'un côté, on a l'habitant qui voit l'espace. Alors, l'habitant, c'est nous, c'est l'apprenant et nous, le formateur, formatrice, qui voit l'espace depuis son besoin d'organisation, de liberté, de déplacement. Donc, c'est ce qu'on appelle en complexe un peu une vision phénoménologique. L'espace m'apparaît depuis ma perception. Et de l'autre côté, vous voyez, ils sont un peu en conflit là, avec mon tracé conflictuel rouge. On a la vision plutôt rationnelle de l'architecte ou de l'architecte qui a une vision, lui, d'une densité, c'est-à-dire combien de gens et de tables je peux faire entrer dans un espace, et qui a une vision cartésienne de l'espace. Et il s'harmonise en bas dans mon schéma quand il y a vraiment un travail collaboratif, que l'habitant est perçu comme un usager et pas juste un habitant, et quand l'architecte va humaniser, on pourrait dire ça, humaniser la géométrie. Donc, c'est intéressant de voir comment les projets peuvent être collaboratifs, sachant qu'en France, on n'est pas très fort. Donc, cette nécessaire relation, je trouve que c'est intéressant de la penser dans les deux sens. Et en même temps, c'était déjà pensé, vous voyez, quelque part dans les classes freinées où finalement j'avais des bacs à sable adaptés aux besoins d'apprentissage, on n'est pas dans une école maternelle. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà un potentiel d'usage lié aux objectifs pédagogiques. Donc, ce n'est pas nouveau, mais peut-être c'est pas très répandu. Alors, c'est intéressant de penser l'espace au-delà de la salle de formation que j'ai l'habitude d'utiliser, et j'ai envie d'appeler ça l'espace élargi. Alors, l'espace élargi, c'est j'ai la classe, alors je l'avais fait par rapport à une classe, mais on peut dire que c'est la salle de formation, et c'est intéressant d'aller investiguer le potentiel d'usage de ce qu'il y a autour de moi. Là, oui, j'ai représenté les différents espaces qu'on a dans un lycée, dans un CFA, dans un établissement, finalement, qui est plutôt le mien, dans lequel j'œuvre, mais qui pourrait être une salle que je loue dans un endroit qui n'est pas le mien, parce qu'il se peut qu'il y ait un balcon, qu'il y ait un jardin, peut-être pas des toits, nous, on n'a pas trop l'usage des toits, mais vous verrez au Québec, même au Danemark, que c'est pas très beau, il y a ces usages. C'est intéressant que vous alliez les investiguer avec cette grille qu'on connaît. Hein. Les espaces formels, ils ont été faits pour, si vous voulez, mais les deux autres vont ouvrir notre représentation des espaces. Dans la famille des non formels, on va mettre justement les fameuses cafétérias, centres ressources, les crafts, les espaces documentaires, les halls qui sont équipés de mobilier. Souvent, on a des manches debout, vous savez, où les gens vont se réunir quand on les accueille, mais aussi tous les informels qui n'étaient pas prévus pour apprendre ou faire apprendre et qui sont ceux dont se saisissent en ce moment les usagers de façon auto-apprentissage, on va dire, dans les espaces informels. Là, on est à Copenhague. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, tout au fond, c'est la classe. Et en fait, on voit des élèves, et la classe et un lycée, séparés par des baies vitrées. Donc, ils ne sont pas chez nous, là, de notre côté. Par contre, devant la classe a été installé tout un espace potentiellement collaboratif, ce qui fait que l'enseignant voit ce qui se passe là-bas, mais les laisse bosser tout seuls. Ce qu'on appelle l'open class ou la contre-classe au Québec et à Copenhague. Des espaces adjacents pour collaborer, installer, mais aussi, vous voyez, la possibilité de séparer un espace ou de le réouvrir. Là, on a une cafétéria, on va la revoir, qui peut avoir de multiples usages, et c'est le cas, alors que nous, on a tendance à utiliser la cafétéria pour manger, point. C'est-à-dire une sous-utilisation spatio-temporelle d'un espace qui fait partie d'un grand espace. Et ça amène vraiment des réflexions super intéressantes. Outre le côté rentabilité de l'espace, mais c'est potentiel d'usage, mais quand même rentabilité aussi.
Les couloirs, nos fameux couloirs, à condition qu'on les équipe en prise en Wi-Fi et en petits coussins, quand ils existent, et quand ils n'existent pas, de penser le projet avec les archis pour les agrandir. Et ça devient extrêmement intéressant de le penser comme ça. Les toits dont je vous ai parlé, qui peuvent être l'occasion de situations libres, mais ou d'apprentissage, parce que là, ils ont mis des serres, par exemple. L'idée étant, et j'ai choisi de vous présenter cette carte qui vient du nouveau printemps de Toulouse, où il y a justement une exploration des quartiers. Vous voyez, c'est une autre façon de voir l'espace, mais quel est le potentiel des quartiers pour multiplier les mondes et pour nous les espaces. Allons un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dehors? Alors là, je vous ai un peu embarqué en Calédonie. D'accord, on n'a pas forcément le même climat. Mais à droite, plutôt dans un travail de land art qui a été fait pour aussi aménager un espace familier. Tout bête, hein, juste je traite un arbre, c'est tout. Mes fameux halls qui peuvent devenir des endroits intéressants. Là, il a déjà été aménagé quand même pour, mais parfois, il y a plein de halls dans les CFA en particulier, que en ce moment, je travaille beaucoup avec les CFA qui ne sont pas aménagés pour. Encore des halls. Vous voyez les étudiants, là, comment ils s'en saisissent à gauche? Ils se disent, bah, c'est un espace collaboratif, mais les espaces de pause, il n'y en a pas tant que ça, je vais m'en servir. Bon, du coup, ils bossent l'acoustique, comment on crée des zones tranquilles, là, ça pose des questions d'équipement. Des terrasses, là, on est à Marseille, à l'Épopée, qui est un tiers-lieu qui accueille tout un tas d'entreprises, mais aussi des temps de formation. Et la terrasse que vous voyez en haut jouxte un café qui est à gauche et qui accueille aussi les gens du quartier. Donc, c'est intéressant parce qu'on a une perméabilité de cet espace entre un dehors vécu par le quartier et un dedans vécu par les apprenants ou les chefs d'entreprise qui, du coup, se croisent sur ce lieu, ce qui est doublement intéressant sur la question de l'ouverture. Jusqu'au tiers-lieu, donc là, c'est une animation qu'on a montée à la Halle Tropisme à Montpellier dans une très grande salle. Et comment on se saisit, bon, je ne vous ai pas montré tous les espaces, mais comment on va se saisir des tiers-lieux physiquement et collaborativement pour aller vers un ailleurs qui n'est pas uniquement un dehors. Et puis, je vous ai mis, il y a tous les espaces d'auto-apprentissage dans des positions que j'ai envie d'avoir parce que je suis en auto-apprentissage jusqu'à des lieux peut-être ou des meubles qui, j'aime bien celui-là, qui peuvent être insolites ou inspirants. Mais on peut aller aussi, dans la discussion qu'on a vue avec Brioc, non seulement aller ailleurs physiquement, mais aller dans un ailleurs qui n'est pas chez moi. Et là, ça va renvoyer au partenariat, mais aller faire ailleurs des choses ailleurs que chez moi. Vous voyez, c'est aller encore plus loin avec des modalités comme aller faire des choses, c'est une entreprise qui est mon partenaire, aller sur des conférences, mais pas dans le lieu de formation, etc., jusqu'au voyage apprenant, qui est l'occasion d'apprendre ailleurs sur un sujet. En ce moment se développe le mouvement La classe dehors, qui était ancré beaucoup dans l'école, mais qui fait des recherches même sur l'apprendre dehors à l'université. Et il y a, vous pouvez regarder pas mal, le site est super intéressant. Ils ont fait il n'y a pas longtemps leur rencontre nationale, je crois, à Marseille, là, le mois dernier. Du coup, j'ai voulu vous le représenter comme ça, vous voyez, par ce schéma d'élargissement de mon investigation de l'espace, du couloir au voyage apprenant, pour vous donner envie, finalement, de réfléchir par rapport à mon deuxième objectif qui était sur un schéma autrement l'espace. Mais tout cela implique au niveau pédagogique un changement de posture. Nous, on est encore, alors j'ai été un peu sévère, dans un transmissif à 80%, mais parfois non, ça se passe comme ça. Et après ce transmissif, je fais faire aux gens un exercice d'application suivi d'une correction. Or, quand j'ai interviewé, moi, les gens, surtout à Copenhague, en fait, sur les pédas, il y a un temps de cadrage et de consigne, de travail actif et collaboratif autogéré, très étayé par des ressources digitales dans le présentiel. Nous, on a un peu tendance à mettre les ressources digitales en asynchrone, et là, ils sont très dotés de contenu, en fait, et de ressources pour pas que ce travail collaboratif soit solitaire. Et la mise en commun vient après. Donc, forcément, dans ces travaux collaboratifs, ils vont ailleurs. Ça suppose l'autonomie de l'apprenant avec des démarches dites de Bring Your Own Devices, BIOD. En français, ça s'appelle avec. J'aime bien, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Apporter votre équipement personnel de communication. Où du coup, je fais une intégration du numérique dans
tout le système d'apprentissage, mais aussi je permets l'accès au bâtiment. C'est vraiment l'histoire de l'autorisation. Est-ce que je veux les surveiller ou est-ce que je veux être trouvable? Parce que si mon objectif est d'être trouvable, ils peuvent être ailleurs et moi, je leur dis où je suis. Et ça va donner une expansion de l'usage de l'espace. Je trouve que c'est super intéressant cette idée. Troisième piste, j'ai pas le bon espace. Comment je pourrais le hacker? Alors, hacker, moi j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu impertinent. Et quand on travaille avec les gens sur hacker un espace de formation, hop, ils se réveillent. Ils se disent, ah ouais, comment on pourrait faire? Donc déjà, c'est pas mal. Et c'est passer vraiment de la salle subie à un espace choisi, reprendre la main sur ce lieu que je n'ai pas choisi. C'est pour moi d'abord un état d'esprit avant d'être quelque chose de matériel. Et on s'est dit dans mon équipe qu'on pourrait inventer le badge du pédago hacker. Donc si vous avez envie qu'on parte dans l'aventure, on pourra se réfléchir à un truc. Bon, c'est je veux faire vivre des expériences d'apprentissage, mais je veux aussi co-construire peut-être l'espace avec les apprenants, ce qu'on fait peu, et improviser et finalement prendre un peu des risques quand cet espace n'était pas le mien. Vous voyez, c'est un peu plus qu'aménager. Je vais un peu plus loin et je vais tenter des trucs. Alors j'ai mis, c'est aussi contrebalancer la contrainte par la relation, parce que c'est ce que je vous disais dans mon exemple de la salle de cours, vous savez, où je ne pouvais pas bouger, là, les vis, tout était vissé. C'est intéressant de se dire, si l'espace est hyper rigide, alors je vais co-construire des règles beaucoup plus partagées entre nous. Vous voyez, c'est contrebalancer l'espace par la relation. Donc, les objectifs, c'est qu'il y ait plus d'interactivité, de créativité, de flexibilité, mais aussi, je nous ai mis à droite, en tant que formateur et formatrice, de pouvoir se déplacer beaucoup plus dans l'espace que je n'ai l'habitude de le faire. Et l'idée dessous, c'est de se dire, j'ai un espace physique ou numérique, puisqu'on a parlé de global en intro, comment je le transforme en lieu? Et c'est une notion intéressante de passer de l'espace physique au lieu. Le lieu, c'est un lieu que je m'approprie, qui est familier, qui est habité, qui est investi, où il y a une dimension émotionnelle que je n'ai pas forcément dans l'espace physique, où je le pense plutôt en termes de fonctionnalité. Donc, la valise à roulettes, on est en train on peut s'amuser avec ça, du pédago hacker, mais ça serait quoi? Et là, j'ai un projet qui me tient à cœur avec Avocats sans frontières, justement, puisque c'est leur problème. En vrai, comment je pourrais embarquer une valise cabine dans laquelle il y a des outils que je peux embarquer dans des salles qui ne sont pas du tout forcément accueillantes dans les pays où je vais. Donc, vous voyez, c'est là le bon objet pour réfléchir à la valise du pédago hacker. Alors, vous n'allez pas forcément embarquer de la peinture, mais quand même, la peinture, elle me permet de créer des murs Velleda quand je n'ai pas les tableaux. Et Smart Surfaces, c'est la meilleure marque. Ça, je vous l'ai mis. Conseillé par la fac de Laval. Mais vous avez des petits trucs, les petits crochets qui permettent de suspendre au plafond. J'ai découvert ça, je trouve ça génial. Vous avez les barres d'isolation, vous savez, là, pour séparer les plaques d'isolation, parce que ça vous amène à faire une occupation à l'intérieur de la salle de formation, plutôt que d'afficher uniquement sur les murs, ce qui amène une convivialité dans la circulation. Vous allez visiter l'expo des productions des apprenants, qui est très différente. Vous pouvez avoir des systèmes pour occulter facilement avec les scratchs, là, vous voyez, vous avez le scratch et du tissu noir pour faire le noir. Je vous ai mis des exemples de trucs que j'ai découverts que je trouvais super ingénieux. Là, c'est la Villette Makers à Paris. L'usage des vitres, c'est une formation que j'ai suivie récemment où il y avait 0 diaporama pendant 3 jours. Ça, c'est un challenge. Donc, ça veut dire qu'il y a des productions, des élaborations progressives qui sont positionnées dans la salle au fur et à mesure et déplacées en plus par les formateurs. Ça donnait ça, c'est la même formation où là, le Velleda électrostatique, on ne l'écrit pas sur le mur parce qu'il est peint, attention. Et par contre, il n'y avait pas de tableau Velleda, mais un Velleda qui se repositionne, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais je trouve ça génial, où elle est en train de faire tout un dessin en scribing en plus, puisque c'était une formation sur le sujet. Là, je ne pouvais que parler de Oconi qui a inventé la table La Remarquable parce que j'adore le nom, on peut réécrire dessus et elle se démonte, elle s'accroche au mur et je vais la remonter pour m'en servir dans mon espace. Spécial dédicace à Oconi. Et si j'ai pas de roulette, eh bien, j'ai des balles. Pourquoi aller acheter des chaises à roulettes quand j'ai pas d'argent? Donc, je trouve ça génial d'aller ouvrir une balle de tennis pour équiper ses chaises par rapport au bruit et effectivement
ça glisse et ça ne fait pas de bruit. Et en plus, je peux le fabriquer avec les apprenants pour parler de ce concept de flexibilité. Vous voyez, vous pouvez partager le concept de flexibilité. Tout ce qui est zapettes et micro-mousse, ça se lance comme ça dans la salle et les gens l'attrapent. S'ils ne l'attrapent pas, ils ne se cassent pas, c'est pas mal. Et la zapette du formateur, moi c'est la mienne, je suis fan. C'est-à-dire que vous pouvez brancher votre ordi et aller ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de rester à côté de l'ordi pour passer vos diapos, surtout si vous n'en passez plus. Et je vous ai résumé là, j'ai fait bosser ChatGPT, vous voyez, il a pas mal bossé, en disant qu'est-ce qu'il pourrait y avoir finalement dans cette valise à roulettes des pédagogues hackers nomades. Et on voit qu'on peut avoir un panachage d'outils d'animation, mais aussi les objets surpris. Alors la mouette, c'est une forme chez moi qui aussi, je trouve ça génial, surtout en visio, c'est-à-dire la mouette, c'est un peu un avatar parallèle qui fait que ça vient créer un affect, on va dire des trucs à la mouette, où la mouette, elle dit c'est la pause. Enfin, vous voyez, ça crée aussi, à la limite, j'aurais que la mouette dans une salle austère, ben, ça crée autre chose. Tout l'équipement technique, super important. La mini-enceinte Bluetooth, c'est intéressant parce que vous pouvez, par exemple, passer des chants d'oiseaux pour créer non pas des bruits blancs, mais justement des bruits nature qui vont correspondre à des besoins de biophilie, c'est un vrai sujet. Et tout ce qui est à gauche, les éléments de scénographie, de création. Alors, par exemple, la pâte à modeler. Vous allez me dire, oui, la pâte à modeler, on n'est pas à la maternelle. OK. Pour représenter un concept en pâte à modeler, c'est super intéressant. Représenter l'innovation pédagogique en pâte à modeler. OK, bim. Les gens, ils le font. Et on parle du pourquoi l'innovation pédagogique, il la reprend en pâte à modeler. Donc, je vous conseille de la pâte à modeler blanche pour neutraliser le coup des couleurs qui va nous encombrer dans l'analyse du concept. Vous voyez, donc tout ça, c'est des outils, évidemment, qui sont cohérents avec des pédagogies interactives. Si j'ai ça dans ma valise, que je fais du transmissif, c'est un peu compliqué. Donc, je vous ai mis le QR code du livre blanc dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous pouvez récupérer, où je vous le raconte sous la forme d'une interview. J'ai mis l'étiquette 50 €, je ne sais pas si on la voit, sous-entendu moins de 50 €. On la valise peut-être, Léo, déjà, mais c'est l'idée, j'ai pas d'argent, j'ai des idées et je vais m'équiper dans ce sens. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé qui sont fondamentales dans la pensée des espaces. C'est toutes les dimensions d'acoustique et de lumière. Il y a énormément de travail qui est fait. Je parlais des bruits, la lumière. Je ne l'ai pas ajouté, mais il y a un tableau sur l'éclairage circadien et non pas circasien, qui est de prendre en compte les rythmes naturels de la lumière. Et il y a des gens qui bossent sur l'éclairage dans les salles de formation qui prennent en compte ces rythmes-là. Et toutes les questions de confort, d'atmosphère, de bien-être, on le voit un peu dans les diapos que j'ai montrés, mais c'est un autre axe, vous voyez, qu'il est intéressant de déployer, outre l'axe de la fonction que j'ai surtout déployé dans mon intervention. En synthèse de tout ça, un schéma super compliqué, mais qui résume tout. On a l'espace, mais c'est intéressant de penser environnement d'apprentissage de façon globale. Au milieu, la salle de formation, c'est ce qu'on appelle en général l'espace de formation, finalement. À gauche, je vous ai représenté l'espace physique élargi dont on a parlé en disant allons voir ailleurs ce qui se passe, mais même allons dans des ailleurs qui ne sont pas chez moi, même plus parler d'espace physique, mais de voisinage et de voyage. Et à droite, l'espace numérique dans la salle, mais aussi élargi. Le AP ou le PA, souvent on l'appelle l'espace d'apprentissage personnel, numérique, où l'apprenant va aller apprendre ailleurs, mais peut être connecté bien sûr à ma scénarisation. Et en haut, j'ai représenté les pédagogies actives qui sont le cœur, en tout cas nécessaire si je veux penser flexibilité des espaces, mais aussi l'interaction, les interactions, à condition qu'elles soient régulées par moi. Et là, ça va renvoyer à un apprendre à apprendre ensemble, leur apprendre à apprendre en autogestion. Et c'est tout ce qui renvoie conceptuellement aux compétences d'autodirection et d'auto-apprentissage que développe le labo de recherche, le CIREL à Lille, en particulier sur comment, c'est pas évident du tout de savoir apprendre tout seul et de savoir apprendre en interaction. Le tout de cette activation, si vous voulez, de l'environnement d'apprentissage, c'est de viser ce qu'on appelle le deep learning. Alors nous, ça serait plutôt les apprentissages profonds qui ne sont pas de surface.
En fait, finalement, c'est visé pour moi l'apprentissage, hein, puisque l'apprentissage de surface n'est pas un apprentissage, c'est une information. Donc voilà, ce schéma représente finalement les différentes dimensions que j'ai intégrées. Je nous ai représenté le formateur bienveillant entourant de sa main les méthodes et l'espace, puisque finalement, c'est de ma responsabilité et dans ma fonction ingénierie de formation, ingénierie péda, mais aussi animation. Voilà, donc j'adore, je vous ai mis pour aller dans le deep et stay in touch. Je vous ai remis les liens et les dons en gros pour rester connecté, que vous alliez un peu plus loin si vous en avez envie. On vous donnera de toute façon les liens du côté de Miles, c'est ma balade là où vous trouverez les interviews et les photos. Il y a plein de photos et puis surtout les vignettes des gens que j'ai rencontrés. Il y a 2 ans ou 3 maintenant, on va sortir un bouquin collectif sur les multimodalités qui intègre évidemment tout un tas de modalités outre l'espace. Et le dernier, l'e-book dont je vous ai parlé, que vous pouvez télécharger sans problème. Et puis, vous me direz, si vous avez envie qu'on s'embarque dans le badge des pédagogues hackers, je trouve ça peut être amusant de prendre des photos et de raconter comment vous avez hacké des espaces. Merci beaucoup, Marie-Christine. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site 1001 Parcours pour recevoir les invités.